par l'UPA, l'Université populaire d'Amiens. Cette conférence concerne la défense des libertés. Si on regarde les événements depuis, par exemple, l'état d'urgence, ou dans les semaines qui ont suivi, des militants d'associations qui travaillaient pour la COP21 et qui étaient officiellement sur Paris pour la COP21 se sont fait appréhender par les policiers, perquisitionnés. Il y a eu le mouvement social sur la loi travail, les conneries en 2016, avec tous les procès qui ont suivi, et certains procès où des preuves vidéo étaient absentes, des dossiers préparés par le parquet, ce qui permettait justement de bien charger les prévenus. Et puis on a eu les lycéens du lycée d'Arxon qui massivement se sont fait arrêter. On a eu ces collégiens qu'on a vus dans les médias mis à genoux, alors qu'il faisait froid dehors, mis à genoux, avec soit des menottes, soit des mains sur la tête et pendant plus de 2 heures. Ce qui, selon les textes, constitue un acte de torture, de barbarie. Sur les textes de défense des droits qui disent. C'est pas anodin. Donc on est dans des époques où, dans cette époque où, avec les Gilets jaunes par exemple, on a eu des atteintes à la dignité et à l'intégrité humaine par les gens qui ont été éborgnés, figurés, mutilés. Donc cette conférence débat se situe dans ce qu'est la violence policière aujourd'hui, mais aussi plus généralement la défense des libertés et les contextes. Voilà, donc je laisse la parole à Ariane Emi avec une originalité cette fois-ci, c'est qu'on ne commence pas par une conférence, on commence par l'échange. Et la conférence, c'est le développement des questions que vous posez. Bonjour à tous. Je vais quand même me présenter avant de vous donner directement la parole. Donc, je m'appelle Ariane Emi, je suis avocat au barreau de Paris et je suis également membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et je suis vraiment très heureux de votre invitation et de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et je ne supporte pas les exposés de type professoraux. Donc, nous sommes d'ailleurs dans un mouvement de réappropriation démocratique et il me semble parfaitement logique que ce soit vous qui ayez la parole et qui me posiez immédiatement des questions et j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. À vous la parole. Donc, qui veut démarrer ? Oui, mais... Tu m'avais dit, Michel, d'appuyer très fort. Ça y est. Qui donc ? Si vous pouvez juste vous présenter avant bonjour, moi je m'appelle Amandine, je suis gilet jaune et en fait la question que je voulais poser, beaucoup de personnes extérieures au mouvement mais qui s'y intéressent me demandent souvent si les personnes blessées ou qui ont, en tout cas dans les mutilés ou les personnes qui ont été blessées depuis 1 an, si les plaintes aboutissaient... Je vais pas faire de pause pour la photo. Non, en fait, si les plaintes aboutissaient et quelles étaient les conséquences pour les forces de l'ordre qui étaient impliquées dans des blessures graves. Je vais prendre plusieurs questions et... Une autre question ? Bonsoir. Oui, j'ai rapporté une expérience. Alors, c'est une expérience télévisuelle. C'était un samedi soir. C'était une émission assez tardive. C'est après, sur France 5. Hein, c'est après l'émission. C'est dans l'air. Voilà, c'est dans l'air. Une répétition. Je regarde ça tous les jours. Mais enfin, cette fois-ci, je regarde et le samedi après-midi, elle était apparemment assez chaud dans les rues de Paris. C'est le jour où on avait cet ancien boxeur, je crois que son nom c'était Tinger, qui s'était exercé sur un prétorien de l'ordre public. Et puis il
il y avait eu aussi en contrepartie ce lieutenant-colonel de gendarmerie qui s'était lui exercé sur, je ne sais pas, un gilet jaune, et il était allé vraiment franco, bousculade, le type tombe et il va coup de pied, coup de poing, etc. Bon, ça c'est la popularité quotidienne de la police française. Je crois qu'elle est assez bien documentée, ceci depuis plusieurs décennies, voire siècles. Alors, mais la question c'est, j'ai été vraiment surpris parce que l'émission avait montré le procureur de, alors je pense que c'était pas à Paris, mais peut-être à Marseille, procureur d'Aix-en-Provence, qui disait qu'il ne poursuivrait pas le lieutenant-colonel de gendarmerie parce que, alors j'essaie de retrouver ces mots, il avait subi des agressions verbales, c'est-à-dire, je passe là-dessus, tout le monde sait de quoi il peut s'agir, il avait aussi été bousculé et le procureur comprend qu'il peut réagir, et moi j'ai utilisé le terme, il peut se venger. C'est-à-dire qu'un homme qui est dépositaire de la force publique, et par n'importe qui, c'est pas le flic de base, c'est un lieutenant-colonel qui est très grassement payé, et alors le procureur dit quelque chose comme il peut se venger. Il a le droit, il avait été insulté, il avait été. Je ne me souviens plus exactement de ces termes, mais peut-être quelqu'un va peut-être me les rappeler. Oui, alors là j'ai été surpris parce que quand même dans le droit français, qui que ce soit n'a pas le droit de vengeance. Hein, on est bien dans un état de droit et le monopole de la violence, c'est bien, ça appartient bien à l'État et l'État bandit des représentants du ministère de la Justice pour se charger des débordements physiques, moraux, etc. De tout un chacun dans la population. Alors là, franchement, je tombe des nues d'entendre un procureur parler comme ça. Voilà. Une autre question? Si pas d'autres, oui. Oui, Jean-Pierre, ancien syndicaliste. Moi, je voulais avoir un peu votre appréciation sur le fait que pour manifester dans ce pays, il faut déclarer à la préfecture, ancien syndicaliste qui a organisé de nombreuses manifestations. Donc je faisais la démarche normalement, il y avait les procédures généraux à l'époque, tout ça. Donc tout était prévu, cadré. Les organisations syndicales savaient aussi organiser et maîtriser les choses. Où en est-on aujourd'hui et quel est votre, comment dirais-je, pas votre sentiment, mais quelle est votre appréciation un peu sur cette obligation qui, je crois, cette obligation de déclarer quand on veut organiser une manifestation. Bonjour, moi je voudrais vous demander si aujourd'hui les consignes pour la police judiciaire sont bien intégrées, parce qu'on a entendu parler que vous avez des consignes pour des mises en garde à vue systématiques, particulièrement pendant les manifs des Gilets jaunes. Donc je voudrais savoir s'il y a vraiment des consignes particulières et en quoi ça c'est une atteinte au droit de grève par exemple, ou de mobilisation, de manifestation. Une question. Bonjour, Fabien Hélène. Ma question c'est, je me suis retrouvé en garde à vue et sur le mouvement des Gilets jaunes. Et j'ai eu le droit donc, à un relevé d'empreinte et on voulait me faire un relevé salivaire. Je voulais savoir, il n'y a eu rien à ma charge, j'étais libéré mais bon, je crois 17 heures. Est-ce que ils ont le droit de nous imposer un relevé d'empreinte et salivaire parce qu'il n'y a pas de fait avéré moindre. Donc ils ont retenu à charge en 3 mois.
Bonjour, Gilets jaunes, Marianne. Ma question est peut-être beaucoup plus large. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a encore une séparation entre la justice et le pouvoir politique, ou est-ce qu'il y a une telle collision qu'il n'y a plus de justice équitable et démocratique? C'était ma question. Juste après, on va prendre une dernière question, on fera un tour après. Bonjour, je m'appelle Guylaine Mess. Mon fils a été en garde à vue à peu près 24 heures et on l'a libéré assez rapidement et il n'avait rien fait. Et on lui a confisqué son téléphone portable pendant 2 mois. Et j'ai une autre question sur le syndicat de la magistrature. Je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'il y aurait de quoi dire. Je crois que vous avez beaucoup de questions sur ce qui concerne le traitement judiciaire des manifestations et de la répression que nous vivons tous en France. Je pense que vous avez tous le sentiment, et beaucoup l'ont, que nous vivons une nouvelle époque qui n'est plus forcément au droit de manifester large, sans entrave, même si il est certain que de toute époque, il y a eu des violences dans les manifestations, tant du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Mais pendant très longtemps, on avait une doctrine du maintien de l'ordre qui était toute différente. Et je pense qu'il faut se rappeler la lettre du préfet Grimaud pendant 1968, où il avait fait un appel à toutes les forces qui s'occupaient du maintien de l'ordre en leur disant que frapper un manifestant à terre, c'était déjà une salissure pour la police et que ça a entraîné forcément une réaction violente de la part des manifestants. Aujourd'hui, et depuis quelque temps, on a eu un changement de doctrine de maintien de l'ordre. On peut dater ce changement de la doctrine. Alors la doctrine avant, c'était pour les forces de l'ordre de garder la distance avec les manifestants et d'éviter qu'ils soient blessés et d'éviter le contact. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui est très politique, en réalité. C'est de la police administrative, c'est pas de la police judiciaire. Le but, c'est justement de protéger les personnes qui relèvent de la société civile, des manifestants, des citoyens, qui expriment un droit qui appartient à la sphère constitutionnelle, c'est le droit de manifester. Alors, le droit de manifester n'est pas en soi proprement considéré comme un droit constitutionnel, il fait partie d'un droit plus général qui est celui de pouvoir exprimer collectivement ses opinions. Ça, c'est un droit constitutionnel. Toujours est-il que le droit de manifester est un des principes fondateurs de la République. Il suffit de se rappeler que la République est née dans une grande manifestation qui est la Révolution française. Et donc, on a changé de doctrine. Aujourd'hui, et depuis, je pense qu'on peut le situer au gouvernement. Alors d'abord, ça a commencé un petit peu sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était encore d'ailleurs ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, puis quand il est devenu président de la République, on a eu une politique beaucoup plus sécuritaire. Et par la suite, sous le gouvernement de Manuel Valls, on a eu une radicalisation du maintien de l'ordre. Ce que j'entends par radicalisation, c'est que les instructions ont été données de ne pas seulement gérer les populations et les masses dans le cadre d'une manifestation, éviter le contact, éviter les blessures, le but étant d'aller plutôt au contact et d'intimider les manifestations. Et on l'a vu d'ailleurs sous le gouvernement de Manuel Valls, on a revu des morts. Je pense bien évidemment à Rémi Fraisse, sur la zone de Sivins. C'était un jeune homme de 21 ans qui était venu pour une manifestation festive au-delà du chantier, à la métairie, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la ZAD de Sivins, et qui est descendu parce qu'il entendait énormément de bruit. Il entendait des grenades qui étaient tirées sur des manifestants, et il a couru dans la nuit,
Il est arrivé, il a levé le bras dans la confrontation entre des gendarmes qui étaient protégés par un grillage et par un fossé, et des manifestants qui recevaient des flashballs et des grenades. Il a levé les bras, il s'est pris une grenade dite offensive dans le dos, et il en est mort sur le coup, puisque il y a eu une explosion, ce qu'on appelle l'effet blast, puisque ce qui l'a tué, c'est officiel, depuis l'époque, hein, même s'il y a eu une communication gouvernementale assez mensongère au départ, ce qui l'a tué, c'est l'effet blast d'une grenade dite OFF1. Une grenade OFF1, c'est quoi? C'est une grenade offensive, c'est-à-dire une grenade que l'on tire normalement pour repousser des assaillants lorsqu'on est en danger. Lorsqu'on est gendarme, policier, on est en danger et donc on doit se protéger parce qu'il y a un afflux d'assaillants. Là, elle a été tirée à plus de 15 mètres, alors que le gendarme était protégé par un fossé et un grillage, et ça l'a tué immédiatement. Il faut bien comprendre que ce type d'arme, et j'ai entendu beaucoup de questions sur les armes, et je vais en revenir tout à l'heure à ce qu'il est advenu de toutes les procédures judiciaires s'agissant des gilets jaunes qui ont été blessés et mutilés. Mais on peut dire que voilà, le premier mort du fait de ces armes-là, c'est Rémi Fraisse. Avant ça, bien sûr, il y a eu d'autres morts dans les manifestations. Il y a eu Malik Oussekine en 1986 avec les voltigeurs qui sont revenus d'ailleurs pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu avant Rémi Fraisse, Vital Michalon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Creys-Malville en 1977. Creys-Malville, c'était l'une des premières ZAD. C'était une ZAD qui avait été créée pour empêcher la construction de Superphénix, un réacteur nucléaire. Et à l'époque, il y avait un mouvement écolo très très important. Il y avait 60 000 personnes qui étaient venues après un an de ZAD sur la zone de Creys-Malville. Il y a eu des tirs de grenades, et la même grenade d'ailleurs qui a tué Rémi Fraisse plusieurs années plus tard, a tué Vital Michalon déjà à l'époque. Et déjà à l'époque, il y avait eu un non-lieu. Et déjà à l'époque, il y avait eu un langage communicationnel par les leaders politiques de l'époque qui consistait à nier l'existence de ces violences et l'origine de la mort de Vital Michalon. On va retrouver cette communication mensongère au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y aura eu des violences policières. Mais ce qu'on constate, c'est que on a une fréquence des blessés et des morts dans les violences qui va s'accroissant dans le temps. 77, 86, alors il ne faut bien évidemment pas oublier 61, avec Sharon, avec les centaines d'Algériens tués parce qu'ils ont été jetés dans la Seine. On l'oublie trop souvent. Il ne faut pas l'oublier, c'était déjà des violences policières atroces, sous l'égide du sinistre Papon, qui n'avait pas été poursuivi d'ailleurs à cette époque pour ces faits-là. Je reviens à Rémi Fraisse. On a eu une instruction il y a peu de temps, pendant plusieurs années, qui a conduit, comme pour Vital Michalon, à un non-lieu, et on a plaidé avec Henri Leclerc, il y a 2 semaines à peu près, devant la chambre d'instruction de Toulouse, un appel qu'on avait formé contre le non-lieu. Pourquoi c'est difficile d'avancer dans les dossiers de violence policière? Pourquoi c'est si difficile pour la justice de reconnaître qu'il y a eu des violences commises par des représentants de l'État? Et on le voit encore plus aujourd'hui. Alors il y a eu bien évidemment, comme il a été rappelé tout à l'heure, les lois El Khomri avec un usage encore plus important de ces armes et des violences. On a eu un syndicaliste, M. Théron, qui a perdu un œil après l'usage d'une autre grenade, une grenade de désencerclement. Je vais vous faire un petit peu le distinguo entre ces grenades pour que vous compreniez bien. Vous avez bien évidemment le mouvement des Gilets jaunes qui arrive après. Et pendant le mouvement des Gilets jaunes, toute la France a pu se rendre compte et il y a eu une visibilité de ces violences policières parce qu'il y en a eu un nombre considérable. Je pense que de vie d'homme, de vos vies à vous, vous n'avez pas vu autant de violences, de mutilés,
de décès, d'infirmité, d'yeux perdus, de mains arrachées, de corps souffrants que pendant ce mouvement des Gilets jaunes. Et ça ne peut pas être anodin et ça ne peut pas être une coïncidence, ça ne peut pas être simplement des abus, de simples abus, ça n'est pas que ça. Parce que sinon il n'y en aurait pas eu autant. Certes, il y avait une violence symbolique et physique de la part des manifestants. Mais comme dans toute manifestation, il n'y a pas de manifestation sans violence, ça n'existe pas. Ou bien elles sont très cadrées, et effectivement tout à l'heure vous faisiez référence aux manifestations syndicales, avec un service d'ordre très préparé. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui les corps intermédiaires sont bafoués, n'existent plus, ne permettent plus une expression cadrée et bon enfant, devrais-je dire, parce que les corps intermédiaires ont été rejetés et écartés par le pouvoir, qui ne veut plus de ces corps intermédiaires, qui ne dialogue plus avec eux. La Ligue des droits de l'homme n'est pratiquement plus jamais invitée, comme les syndicats, à dialoguer à chaque fois qu'il y a une réforme s'agissant des libertés publiques. Et pour les syndicats, eh bien, ils sont mis pratiquement sur la touche, s'agissant des réformes sociales. Donc on a un exercice direct du pouvoir sur les citoyens. Et les citoyens, il y a un rapport direct finalement, il n'y a plus de tampon que ces corps intermédiaires permettaient, qui permettaient un apaisement social. Les violences qui ont été subies par les Gilets jaunes, elles trouvent aussi leur origine dans les quartiers populaires. On les oublie aussi, trop souvent, au même titre que les Algériens de 61. Ces violences dans les quartiers populaires, elles étaient tout aussi invisibles parce qu'elles n'intéressaient pas ni les médias, ni pas grand monde en fait. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relais pour rendre visible ce que subissaient les jeunes en bas des immeubles, les moins jeunes, les contrôles faciès permanents, les interpellations, les interpellations qui finissaient mal, et progressivement l'usage sous Sarkozy d'armes. Là, il est temps peut-être que je vous fasse un petit descriptif de ces armes. Parce qu'on a des armes de guerre. Et c'est pas moi, enfin c'est pas un effet de langage. Les policiers n'aiment pas qu'on parle de matériel de guerre ou d'armes de guerre, parce qu'ils disent oui, ce ne sont pas des armes de guerre, ce sont des armes sublétales, c'est moins dangereux, et puis qu'est-ce que vous voulez si on ne les utilise pas, bon, on va utiliser notre arme de poing et on va tuer les gens. Enfin, c'est un argument d'une perversité absolue que de dire ça. D'abord parce que je n'ai jamais vu, à ma connaissance, d'utilisation dans une manifestation d'une arme de poing. Il est arrivé qu'on la braque, et c'était déjà en soi suffisamment grave, mais qu'elle soit utilisée sur des manifestants en France, pas depuis très très longtemps. Donc non, ces armes-là, vous en avez plusieurs. Et c'est celles qui ont causé autant de mutilations et d'infirmités, en plus des matraques. Alors vous avez bien évidemment la matraque. Et puis au-dessus de la matraque, vous avez ce que l'on appelle le LBD 40. Le LBD 40, c'est quoi? C'est ce qui remplace le flashball. On l'appelle encore aujourd'hui flashball. Mais c'est pas la même chose. Le flashball, c'est quelque chose qui tire une balle ronde, plus ou moins molle, plus ou moins, en polymère, et qui est normalement qui permet d'empêcher un assaillant de venir vous attaquer. Et vous parliez tout à l'heure de la riposte, de la légitime défense du fonctionnaire qui a donné des coups de poing. Je crois que c'était à Perpignan. Ouais. Mais on avait la vidéo et on le voit lui donner des coups de poing contre un mur et effectivement le procureur de la République qui a dit bon bah on classe sans suite immédiatement. C'est un colonel. Andrieux. Exactement, le colonel Andrieux. Et vous posiez la question de savoir quelles étaient les règles d'usage finalement de ces armes. Est-ce qu'on pouvait le faire simplement parce qu'on était agressé verbalement? Non, pas du tout. Il y a un droit. Il y a un vrai droit. Il y a un droit très précis. Et ce dont on se rend compte, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il y en a eu tellement que ça n'a pas pu rester sous le radar. Il y a eu des vidéos qui ont été particulièrement documentées. Je pense bien évidemment à David Dufresne, qui est ce journaliste qui a fait un travail extraordinaire en lançant sur Twitter le mot « Allô, place Beauvau » pour signifier qu'il s'adressait au ministère de l'Intérieur en lui montrant
les vidéos qui lui étaient adressées par des manifestants, par des gilets jaunes, par des journalistes indépendants, et qui montraient des violences illégitimes. Je parlerai de la violence et du monopole de la violence, mais les violences illégitimes qui étaient commises sur les manifestants et qui aboutissaient quelquefois à des infirmités permanentes. Les armes. Les armes, vous avez donc ce LBD-40 qui tire, alors que le flashball tirait une balle à 15 mètres, maintenant ça tire à 40 mètres, donc c'est beaucoup plus puissant. La balle qui est envoyée, c'est une ogive avec une balle au bout, un bout en plastique, mais plastique dur, et qui atteint les personnes à 300 km/h. Vous avez un médecin de Besançon qui s'appelle Laurent Tinès qui a parfaitement documenté et expliqué l'impact que causaient ces balles lorsqu'elles arrivaient sur le visage ou le corps d'un individu. C'est comme si vous lanciez deux parpaings de plusieurs étages sur quelqu'un en bas. Et ça fracasse les os, ça cause des dommages cérébraux irréversibles. On a vu les images des dommages cérébraux. Et puis bien évidemment, si l'œil est atteint, à pratiquement 99% de chances que vous perdiez la vue ou l'œil. C'est ce qui s'est passé pour 5 personnes qui ont perdu la vision et doivent se faire remplacer un œil. Vous avez notamment Jérôme Rodriguez, vous avez plusieurs personnes qui ont perdu Laurent Coste et d'autres personnes qui ont perdu l'œil. Pas que des manifestants d'ailleurs, il y a des personnes que je défends qui n'étaient pas manifestants, qui passaient au hasard et qui s'est pris une balle et qui a perdu son œil. Donc voilà cette arme qui a des règles d'usage, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être tirée à moins de 15 mètres, qu'elle ne doit certainement pas, on ne doit pas viser le visage, la tête ou les parties génitales, parce que sinon ça crée des dommages irréversibles. Et certains disent oui, mais bon, c'est difficile de viser à 30 ou 40 mètres. Déjà, à 30 ou 40 mètres, on se demande où est la nécessité ou la proportionnalité. Première chose, sauf à éventuellement avoir quelqu'un qui vous cible avec un objectif, avec un projectile. Bon. Mais toujours est-il que quand vous êtes visé avec ça, vous avez un viseur holographique, électronique. C'est un viseur qui n'est même pas utilisé sur les armes militaires de l'armée, pas sur le FAMAS ou autres, et qui permet d'avoir une précision extrêmement précise. Vous ne ratez pas votre coup. Pratiquement jamais. Et quand on voit la quantité de personnes qui ont été atteintes au visage, on peut se demander si ce sont des erreurs ou une volonté. À mon sens, compte tenu de ce viseur, c'est qu'il y a une volonté de personnes dans les forces de l'ordre de viser les visages et de faire mal. Après ces LBD-40, vous avez les grenades. Vous avez plusieurs types de grenades. Encore une fois, toutes ces armes sont qualifiées dans le Code de la sécurité intérieure de matériel de guerre. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise du matériel de guerre contre des manifestants, c'est-à-dire des civils. Et vous avez ces grenades qui sont constituées de quoi? Alors vous aviez la grenade FF1 qui a tué Rémi Fraisse, qui a été immédiatement suspendue par Cazeneuve à l'époque, et qui par la suite a été arrêtée définitivement à la fin du mandat de François Hollande. Il a enlevé de l'artillerie du maintien de l'ordre. En revanche, vous avez des grenades qui ont le même type de composant. Le composant de ces grenades, pour qu'on comprenne bien, c'est la TNT. La TNT, c'est un explosif. Vous savez ce que c'est que la TNT? Un explosif qu'on utilise pour casser des cailloux ou pour ouvrir des mines. Et cette TNT explose. Dans le FF1, vous avez 70 grammes de TNT. Vous saviez. Dans les GLI F4, ce sont aussi des grenades. Vous avez 26 grammes de TNT et des gaz lacrymogènes. Vous avez aussi des grenades lacrymogènes dont le gaz n'est pas très documenté et qui est de plus en plus fort. Vous avez des grenades de désencerclement. Les grenades de désencerclement, c'est une grenade, quand elle explose, elle envoie des palets de caoutchouc et vous avez aussi une capsule qui peut causer des éborgnements. Il y a eu d'ailleurs des éborgnements fréquents. Voilà le matériel de guerre qu'on utilise sur les civils et qui cause des pertes de vision et des mains arrachées. Vous avez un gilet jaune, qui
s'appelle Sébastien Maillet, dont je m'occupe. Beaucoup peut-être ont vu la vidéo, parce que ça a été filmé. Et on le voit en train de voir arriver une grenade devant lui. C'est un nuage de gaz lacrymogène, il ne sait pas ce que c'est, il est devant l'Assemblée nationale, donc c'est un lieu parfaitement symbolique. Et on le voit voir arriver devant lui une grenade, pencher la main, et au moment, même pas en ayant atteint la grenade, avoir sa main qui explose, arrachée. Il a perdu sa main. Si vous vous souvenez, il y a eu un syndicaliste de SGP Police, Lefebvre, qui sur CNews avait dit que c'était bien fait pour sa gueule. Ah ouais. Bon. Vous avez aussi comme arme, oui, c'est à peu près tout avec les matraques, et puis vous avez bien évidemment les charges. Bon. Ces armes, l'emploi, et vous avez deux choses à distinguer. Vous avez l'emploi de la force dans le maintien de l'ordre, et vous avez l'emploi des armes. L'emploi de la force, ça peut être simplement une charge pour dégager un attroupement qui n'est pas déclaré. Je vais répondre tout de suite à votre question sur les déclarations de manifestation. Oui, en France, pour pouvoir faire une manifestation, encore faut-il la déclarer dans un délai entre 15 jours maximum et 3 jours minimum avant la manifestation. Il faut donner le parcours ou le lieu de rassemblement. Si vous ne la déclarez pas, la manifestation peut être considérée comme illégale et vous pouvez être poursuivi avec une amende si vous vous y rendez ou si vous l'organisez. C'est puni d'une amende. Après, vous avez des attroupements. C'est le fait de ne pas du tout avoir fait les déclarations et de se regrouper. Puis l'attroupement, ça implique la volonté éventuellement de commettre des violences. Toutes ces déclarations, si en France, il faut, forcément, parce que la loi le prévoit, au niveau de l'Union européenne et des textes de l'Union européenne, il n'y a pas forcément d'obligation de déclarer des manifestations. Donc il y a une discordance entre les textes français et les textes de l'Union européenne. Toujours est-il que on peut, bien évidemment, interpeller ou arrêter quelqu'un lorsqu'il se rend dans une manifestation qui n'est pas déclarée, pour lui mettre une amende, hein, uniquement. Et est-ce qu'on peut utiliser ces armes lorsqu'une manifestation n'est pas déclarée? Non. Quand est-ce qu'on peut utiliser ces armes quand on est policier? Uniquement lorsque on est dans un cas d'absolue nécessité et de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on est en état de légitime défense. C'est-à-dire que le policier est agressé et qu'il peut utiliser ses armes. Il peut les utiliser parce qu'il a une menace imminente. Parce qu'il risque lui-même pour sa propre vie ou pour son intégrité corporelle ou pour celle d'un tiers. Beaucoup des vidéos qui ont été diffusées sur Twitter montrent à l'évidence que ça n'était pas des cas, pour la plupart, d'absolue nécessité et proportionnalité. Qu'on utilisait les LBD et les grenades dans des cas qui n'étaient pas du tout réglementaires ou légaux. Ce qui veut dire que ces fonctionnaires étaient dans l'illégalité. Qui sont ces fonctionnaires qui ont utilisé ces armes? Pas forcément tous. Il y a vraiment une distinction, on commence à avoir les statistiques, pour savoir qui ont fait usage des grenades et des LBD 40 et qui ont créé ces infirmités et mutilations permanentes. C'est plutôt pas forcément les membres du maintien de l'ordre traditionnel, c'est-à-dire CRS et gendarmes, il y en a eu aussi, hein. Mais ce sont plutôt ce qu'on a appelé d'abord les DAR, puis les braves R. Ce sont des membres des BAC, Brigades Anticriminalité, qui ont été appelés en renfort dans les manifestations et qui, eux, n'étaient pas du tout formés au maintien de l'ordre. Et on leur a mis des armes de guerre dans la main pour, finalement, intimider, faire mal aux manifestants. Et c'est eux qui utilisaient à tout va, n'importe comment, les LBD 40. C'est eux qui utilisaient à tout va ces grenades. Et c'est eux qui ont créé autant de blessures. Il n'y a pas eu qu'eux, hein. Il y a eu aussi les CRS. Et je vois quelqu'un dans l'assistance qui a été victime d'un CRS, et on l'a vu en vidéo, parce qu'on avait un CRS qui, tout seul, partait avec sa matraque et donnait des coups dans tous les sens. Là aussi, c'est pas réglementaire. Une charge, c'est à plusieurs, et c'est pas dans n'importe comment, et c'est pas pour frapper une personne qui n'est pas dans une situation d'attroupement. C'est pour
disperser un groupe, pas pour faire du mal à une personne en particulier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces violences, pour la plupart, ne sont pas réglementaires, et ne sont pas légales, et n'auraient pas dû avoir lieu. Et elles ont été commises dans un tel nombre, avec une telle quantité. Enfin, on était abreuvé de violence toute la journée. On était imbibé de cette violence alors, pas trop à la télé au début, parce que les médias traditionnels avaient un peu de mal à montrer cette violence qui était commise par les forces de l'ordre. Les chaînes d'infos en continu, BFM, CNews, ne montraient pas vraiment ça au début. Après, ils ont été obligés de s'y mettre parce qu'ils comprenaient que c'était un phénomène tellement important qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de le montrer. Mais sur Twitter, avec David Dufresne, avec certains médias indépendants, avec les Gilets jaunes eux-mêmes qui live tweetaient les manifestations et qui permettaient la diffusion de cette information, on voyait qu'il y avait un nombre considérable de violences. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce sont des abus, d'où ça vient, comment peut-on les qualifier. Moi, je ne peux, compte tenu du nombre de violences qui ont été commises, que considérer qu'il y a quelque chose de systémique. Ces violences sont devenues systématiques et systémiques. Et quand il y a quelque chose de systémique, on ne peut qu'interroger la chaîne de commandement, on ne peut qu'interroger les ordres politiques qui sont donnés. Parce que le maintien de l'ordre, c'est politique. Le maintien de l'ordre, qu'est-ce qui décide de la façon dont le maintien de l'ordre va être réglementé ou organisé? Dans le code pénal, c'est très clair. C'est l'autorité civile de commandement. Parce que dans l'histoire du maintien de l'ordre, on a toujours une défiance à l'égard du militaire ou du policier. Et donc on a confié l'ordre, le commandement du maintien de l'ordre, à qui? Au préfet, qui est le représentant de l'État dans le département. Ou bien au-dessus, au ministère de l'Intérieur. C'est donc un civil, une autorité civile, politique, qui commande des militaires ou des policiers. Et on ne peut que se dire que s'il y a eu autant de violence, c'est soit parce qu'il y a eu des instructions précises, soit parce qu'il y a eu un laisser-faire, mais ça revient au même. Et donc, ce que l'on essaie d'interroger dans le traitement judiciaire, j'y viens maintenant, c'est aussi pas uniquement l'acte individuel du policier ou du gendarme qui a tiré au LBD et qui a blessé, ou qui a usé de sa matraque irrégulièrement, ou qui a tiré une grenade qui a créé une mutilation. Ce qui doit être interrogé avant toute chose, c'est la façon dont les ordres ont été donnés, la responsabilité politique, pénale et administrative. Pénale et administrative. Parce que, comme vous le savez, ces gens-là doivent être jugés. Ça va être compliqué. Ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, à ce jour, s'il y a eu beaucoup de gilets jaunes qui ont été jugés immédiatement après un acte, après avoir fait 24-48 heures de garde à vue, je vais essayer de répondre aux questions sur les gardes à vue, ce qui est régulier ou pas. Ils ont été, pour beaucoup, envoyés en comparution immédiate et jugés dans des procédures d'urgence immédiatement sans pouvoir véritablement préparer leur défense. Là, pour le coup, la sphère judiciaire, c'est-à-dire le procureur de la République, c'est lui qui décide de l'orientation des poursuites. Il a fait juger immédiatement les gilets jaunes. Et beaucoup ont été condamnés, pour pas grand-chose. Pour la détention de sérums physiologiques, de masques pour se protéger des gaz lacrymogènes. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle l'infraction de groupement en vue de commettre des violences pour beaucoup de gens, ou de port d'armes, ou de port d'armes par destination, ce qui est totalement absurde juridiquement. Il n'y a pas de port d'armes par destination. Il y a soit un port d'armes, soit une violence commise avec une arme par destination. Toujours est-il que les gilets jaunes ont été jugés très rapidement. À ce jour, je n'ai pas connaissance de policiers ou de gendarmes jugés pour les violences commises contre les manifestants. Aucune. J'ai beaucoup de procédures. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir et j'ai beaucoup de confrères qui s'occupent de manifestants qui ont été gravement mutilés. Il y a deux types de procédures. Il y a des procédures criminelles, lorsque il y a des faits qui impliquent des fonctionnaires de police et qui créent une mutilation ou une infirmité permanente, ou à mort.
comme Zineb Redouane, à Marseille. Et vous avez les procédures délictuelles, c'est-à-dire les procédures qui impliquent une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement lorsqu'il n'y a pas eu d'infirmité ou de mutilation. Dans aucune de ces procédures, pour l'instant, il n'y a eu de poursuite. Ça a été très très difficile d'ouvrir les enquêtes. Qui s'occupe des enquêtes? L'IGPN ou l'IGGN. L'IGPN, c'est pour la police nationale, c'est la police des polices. L'IGGN, c'est pour la gendarmerie, c'est la gendarmerie de la gendarmerie. Déjà, il y a un problème en soi. Et vous allez comprendre pourquoi ça prend beaucoup de temps dans les violences policières de juger les policiers ou les gendarmes qui sont impliqués et qui ont commis des délits. Parce que ce sont les gendarmes ou les policiers qui enquêtent. Première chose. Parce que ce sont les juges, parce que ce sont les procureurs d'abord, qui décident de l'ouverture des enquêtes. Les procureurs, c'est qui? C'est les patrons de la police, de la gendarmerie. Parce que ce sont des juges d'instruction qui vont ouvrir les informations lorsqu'il y a lieu d'ouvrir une instruction. Qui sont les juges d'instruction? Ce sont aussi les patrons des policiers ou des gendarmes en police judiciaire et qui ont besoin d'eux. Les policiers et les gendarmes, c'est l'outil de la justice. C'est aussi l'outil du maintien de l'ordre de l'exécutif, hein. Mais c'est aussi l'outil de la justice. Il n'y aurait pas de justice sans policiers et sans gendarmes. Nous, à la Ligue des droits de l'homme, par exemple, on n'a strictement rien contre la police, au contraire. On considère que la police est un outil essentiel pour permettre une vie en société. Et la Ligue des droits de l'homme a toujours considéré que toute violence est inacceptable. Mais que celle commise par la police sur des manifestants était vraiment insupportable. Pourquoi? Parce que c'est à eux de conserver ce sang-froid. C'est leur métier, en fait, de conserver l'ordre public sans avoir à blesser les gens. Et ce que l'on ne comprend pas à la Ligue, que les Gilets jaunes ne comprennent pas, c'est pourquoi est-ce que les policiers ne sont pas jugés correctement et de la même manière que les manifestants quand ils commettent des violences. Pourquoi? Il ne devrait pas y avoir, on est dans un pays, un état de droit, où il devrait y avoir très exactement un traitement égalitaire, judiciaire, entre des personnes qui commettent de violences, qu'elles soient policières ou pas. On peut comprendre que les policiers et les gendarmes soient plus au contact de la violence et qu'ils aient une plus grande probabilité de commettre une infraction qu'un manifestant traditionnel. Ça va de soi. Dire le contraire serait dingue. Et donc on peut comprendre qu'on soit plus précautionneux, plus soucieux de la façon dont on juge ou dont on enquête sur les policiers et sur les gendarmes, parce que si on se retrouve dans une situation où on doit interpeller quelqu'un qui est violent et qu'on commet une violence sur elle, on use de la violence. On a cette monopole de la violence légitime. C'est quoi le monopole de la violence légitime? Max Weber, sociologue, qui parle de quoi? Qui dit que ce qui définit l'État. Attention, il faut bien faire. Beaucoup pensent que Max Weber disait que il était légitime qu'il y ait une violence attribuée à l'État. C'est pas ce que dit Weber. Weber, il dit que ce qui définit sociologiquement l'État, c'est que c'est celui qui, traditionnellement, dans tous les pays, dispose de cette violence qu'il qualifie lui-même de légitime parce que c'est l'autorité légitime. C'est ça ce que dit Weber. C'est ce que dira également Bourdieu plus tard, en parlant du monopole pas uniquement de la violence physique, mais il distinguera le monopole de la violence physique et symbolique légitime. Donc, l'État dispose de la violence. Pourquoi il dispose de la violence, l'État? Parce qu'on lui a donné ce droit d'user de la violence. Parce que les citoyens lui ont attribué ce droit. Pourquoi ils lui ont attribué ce droit? Dans le cadre du contrat social, qui est certes un moment fictif. Il n'a jamais existé de contrat signé entre la population et un souverain avec une signature au bas de la page. Non, c'est un moment fictif qui permet de déterminer et de comprendre comment la relation entre une population à un moment donné et un souverain s'organise. Comment est-ce qu'on accepte de se déposséder d'une liberté, de quelques libertés, au profit de quelqu'un, d'un souverain, d'un gouvernement. Pourquoi? Pour qu'il nous protège, qu'il assure son droit à la sûreté, non pas à la sécurité. Le droit à la sûreté.
Et le droit à la sûreté, c'est quoi? C'est une obligation qui repose sur le souverain de protéger l'ensemble de la population parce que la population lui a donné ce pouvoir d'exercer la violence et la contrainte contre eux lorsqu'ils franchissent les limites du contrat social et qu'ils commettent des violences ou des délits. C'est ça, le contrat social. C'est ça le monopole de la violence légitime. Et lorsque on se retrouve dans un moment tel que celui du mouvement des Gilets jaunes, où l'on se voit que la population qui a accordé cette confiance au souverain se voit violentée, victime du souverain lui-même, illégalement, illégitimement, on se rend compte qu'il y a une inversion et qu'il y a une violation du contrat social par le souverain lui-même. Et qu'il n'exerce plus son droit à la sûreté puisqu'il ne le protège plus et qu'il même violente sa population. C'est pour ça que ce mouvement des Gilets jaunes est un moment important parce qu'il remet en cause le fonctionnement même et la légitimité de l'État dans la mesure où l'État lui-même viole le contrat social. Pour revenir sur des idées philosophiques et sur le monopole de la violence légitime. Le monopole de la violence légitime, pour revenir au traitement judiciaire, c'est aussi le droit d'être jugé et de bénéficier d'une procédure équitable. Et quand on est victime, c'est aussi d'avoir un traitement égalitaire et que les policiers soient jugés de la même manière que tout le monde. Alors quand je disais que les policiers il y avait une précaution à prendre à l'égard des policiers, c'est que la précaution, c'est qu'ils ont déjà un organe de police, l'IGPN ou l'IGGN, qui connaît le fonctionnement de la police et qui est plus précautionneux de ce qui a pu se passer. Soit. Mais quand on a la directrice de l'IGPN, Madame Brigitte Julien, qui dit, en reprenant Macron et Castaner, et qui dit à la télé qu'il n'existe pas de violence policière, c'est pas la seule à devoir dire. C'est-à-dire que cette personne qui dirige l'IGPN qui est censée enquêter sur les policiers, sur les violences policières, dit qu'il n'y a pas de violence policière. C'est une parole politique. Et elle le dit à la suite de qui? Du ministre de l'Intérieur, qui a dit très exactement la même chose. Il n'y a pas de violence policière. Et à la suite de qui? De Macron, qui a dit la même chose pendant le débat, le grand débat. Il n'y a pas de violence policière. Arrêtez de parler des violences policières, alors que toute la population voyait du matin au soir des violences policières. Ce qu'il voulait dire en réalité, et qui est totalement faux, on le sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas de violence policière systémique, qu'il ne s'agit pas d'un outil gouvernemental. Enfin, si, justement. Compte tenu de la quantité de violence, c'est bien ça. Et dans le traitement judiciaire, on comprend que si la directrice de l'IGPN refuse l'existence de ces violences, on ne va pas forcément avoir un traitement équitable. Et on va bloquer les instructions. Et moi, je le vois du matin au soir. On a attendu un temps fou pour que des enquêtes s'ouvrent. Les juges eux-mêmes, les doyens des juges d'instruction, c'est ceux qui ouvrent les enquêtes et les instructions, ont attendu 6 à 7 mois avant d'ouvrir des instructions, alors qu'il y a des instructions criminelles, c'est-à-dire que les personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, qui ont eu leur vie foutue, qui ne peuvent plus travailler, qui ont des vies de famille détruites, qui sont dans la désolation la plus totale, alors qu'ils voulaient simplement aller manifester et dire on n'en peut plus socialement, on ne joint plus les deux bouts, on est en train d'être déclassé alors qu'on a un métier et qu'on travaille. Voilà ce qu'on a. Et on a bien évidemment des instructions avec des classements sans suite, absurdes alors qu'on a des vidéos claires et précises. Là encore, j'ai vu aujourd'hui ou hier, c'était aujourd'hui, un gilet jaune qui s'était pris un coup de matraque alors qu'il était de dos, avec une vidéo claire et nette, et on a dit, il n'y a pas d'attention coupable. Et donc, classement sans suite. Et pareil pour M. Andrieux, procureur de la République, classement sans suite. Tout de suite. Alors, heureusement qu'il y a eu une ouverture d'enquête préliminaire, mais à la demande de qui? À la demande du préfet. Mais le préfet est une autorité judiciaire qui peut ouvrir une enquête. C'est au parquet de le faire. Et les parquets, je vais vous donner un exemple encore très précis. Les parquets, c'est ceux qui dirigent notamment les gardes à vue, dont vous avez été victime. Les parquets, c'est par exemple ceux qui décident de l'ouverture de la garde à vue. En tout cas, il doit être avisé au moment de la garde à vue, et qui décident de la prolongation de la garde à vue. Le procureur de la République,
c'est celui qui va décider de la saisie de vos affaires, du portable de votre enfant, pendant 2 mois, sans aucune raison, alors qu'il n'y a rien à lui reprocher. C'est celui qui décide de superviser les policiers et de leur demander de vous faire vos relevés d'empreintes, vos relevés signalétiques, c'est-à-dire les empreintes digitales, ou bien même l'ADN, ce qui est beaucoup plus grave. Alors même que la Cour européenne des droits de l'homme considère aujourd'hui que le fichier, le FNAIG, fichier national des empreintes génétiques, n'est pas suffisamment sécurisé pour pouvoir conserver ces empreintes. Normalement, si vous n'avez rien fait, elles sont supprimées. En réalité, ça n'est pas supprimé. En revanche, si vous n'avez rien à l'issue de la garde à vue, vous avez le droit de demander la suppression et la destruction de ces informations en faisant un courrier au procureur de la République pour vous répondre. Pour les saisies, pareil. Normalement, vous devez immédiatement avoir une restitution des choses, des objets qui sont dans votre fouille et qui sont avec vous au moment de votre interpellation. Souvent, ces choses sont gardées. Et un exemple tout bête, vous avez les observatoires des pratiques policières qui voient le jour de plus en plus avec les droits de l'homme, avec le SAF, avec les fondations Copernic, un peu partout en France, et qui est une expérience incroyable. D'ailleurs, je vous engage à Amiens à créer cet observatoire des pratiques policières, comme à Toulouse, comme à Montpellier, comme à Lille, comme à Paris, comme ailleurs. Parce que d'abord, ça crée un engouement, ça repolitise les gens, ça recrée du militantisme, ça redonne envie de militer dans la non-violence. Parce qu'on ne fait que observer ce que les policiers font, c'est tout. On n'est pas manifestant, on observe ce que les policiers font et leur pratique. Le problème, c'est que ces observateurs, qui sont affublés d'une chasuble blanche à l'effigie de la Ligue des droits de l'homme, comme à Toulouse ou à Montpellier, sont eux-mêmes victimes, comme les gilets jaunes, comme les journalistes, parlant du droit de la presse, du droit de manifester, du droit d'observer. Ils sont tous victimes également eux-mêmes et ciblés volontairement par des policiers ou des gendarmes. Vous avez eu Camille Allu à Montpellier, qui est une observatrice de la Ligue, qui a été arrêtée 3 ou 4 fois. Je l'ai défendue plusieurs fois, notamment pendant le G7. Elle a été victime il y a eu des observateurs qui ont été victimes de violences. À chaque fois, on prend leur matériel de protection, leur casque, leur GoPro, leur masque pour se protéger des gaz, et on le prend et on ne leur rend pas. Je vous le dis, hein, les interpellations préventives en début de manifestation, c'est illégal. Le fait de saisir du matériel à l'entrée des manifestations, c'est illégal. Ça peut être qualifié de vol. Tout simplement. Il peut, à chaque fois que du matériel de protection est pris à un gilet jaune, un observateur, un journaliste, il faut déposer plainte pour vol, en réunion. Je sais que c'est tout le temps comme ça. Et je sais que nous sommes rentrés dans une ère d'illégalité de la police. Et du parquet, parce que je doute que les policiers le feraient si on n'avait pas des instructions, ou en tout cas un laisser-faire de la part des autorités et administratives, c'est-à-dire les préfets, et judiciaires, c'est-à-dire le parquet, le procureur de la République. Et d'ailleurs, il y a à chaque fois que dans les procédures de violence policière, on voit le dispositif de manifestation qui est préparé en partenariat entre le préfet et le procureur de la République. Et on a même eu à Paris des notes de M. Hayes, procureur de la République, qui incitait à maintenir en garde à vue les gilets jaunes, alors même qu'on savait qu'il n'y avait plus rien à leur reprocher. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils retournent en manifestation. On les gardait 24 heures à 48 heures, et je ne doute pas que ce fut le cas dans beaucoup de villes de France. C'est illégal, c'est ce qu'on appelle une violation de liberté individuelle, ce qu'on appelle une séquestration. C'est criminel, et ça peut entraîner des poursuites devant la cour d'assises. Le parquet... Très bonne question. Essayez d'aller au commissariat déjà. C'était une plaisanterie. Mais c'est pas totalement une plaisanterie. Normalement,
si un fonctionnaire de police reçoit quelqu'un pour qu'il dépose plainte au commissariat et qu'il ne prend pas cette plainte, ce qui est malheureusement systématique lorsqu'il s'agit d'une plainte qui vise une autorité dépositaire de l'autorité publique, c'est déjà en soi une infraction pénale. Vous pouvez redéposer plainte pour ne pas avoir pris votre plainte. Bon, on va aller loin comme ça. Toujours est-il que ce qu'il faut faire, il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez la possibilité de faire un signalement à l'IGPN. Mais bon, vous avez vu ce que je pense de l'IGPN, ce que tout le monde pense de l'IGPN aujourd'hui, qui est plus un organe politique qu'un organe d'investigation, qui est plus un organe d'étouffement qu'un organe d'investigation, qui est plus un organe même autre chose, parce que devant l'IGPN, vous avez deux types de procédures. Vous avez l'enquête administrative et vous avez l'enquête judiciaire, souvent faite par deux personnes dans des bureaux à l'un côté de l'autre. Bon. L'enquête administrative, normalement, il n'y a que l'administration, c'est pour déterminer s'il y a eu des fautes déontologiques, pas des fautes pénales, c'est l'enquête judiciaire. Sauf que l'enquête administrative, en réalité, elle a pour vocation de renseigner très rapidement le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, des éléments pour savoir s'il y a eu des violences et pour communiquer dessus. Et donc pour empêcher le scandale, pour étouffer le scandale. Le procureur de la République contribue à étouffer ces scandales. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire de Geneviève Leguet, à Nice. Cette dame de 74 ans, manifestante, militante de Attaque, porte-parole d'Attaque 06, et qui était avec quelques manifestants traditionnels que tout le monde connaissait. Hein. C'était des gens avec des drapeaux patchés, totalement pacifistes, et qui a été victime de violences. Si tu veux que je... Il y avait d'autres questions, donc ouais. est-ce qu'on peut passer à d'autres questions? Oui, et je finis juste sur le procureur de la République, et on va enchaîner sur d'autres questions. Le procureur de la République communique pour étouffer les affaires de violence policière, comme ce fut le cas pour Geneviève Leguet, et empêche l'ouverture des instructions et empêche les manifestations de se dérouler, puisqu'il ordonne des interpellations préventives. C'est un rouage, aujourd'hui, du pouvoir politique pour répondre à la question de la séparation, et c'est la dernière question. La séparation, aujourd'hui, est malmenée, puisque effectivement l'autorité judiciaire devrait faire son contre-pouvoir par rapport au pouvoir exécutif. Elle devrait juger des actes attentatoires aux libertés, et en réalité, elle contribue aux attaques de l'exécutif par l'intermédiaire du parquet, qui, je le rappelle, n'est pas indépendant, et il dépend du ministère de la Justice. Voilà, j'espère avoir répondu globalement à toutes les questions. Il y avait deux questions. Pardon, il y avait deux questions. La personne là-bas qui voulait poser une question. Non, la question a été posée par quelqu'un d'autre, c'est parfait. D'accord, donc elle est réglée? Oui. Ok. Oui, la France Insoumise Amiens. En fait, j'avais une question. C'est justement au 19e siècle, en 1891-93, il y a eu le mouvement anarchiste qui a été durement sanctionné par la loi. Des lois décidées quasiment à brûle pour point du jour au lendemain, soi-disant par une république. En fait, je me demandais si on était toujours dans ce cas. Toujours dans ce cas. Est-ce que la loi serait pas illégale en fait? Est-ce que le pouvoir a donné un blanc-seing aux autorités devant nous protéger? Qu'en est-il aussi du député de Bordeaux qui a été matraqué, comme les Gilets jaunes? Et d'ailleurs, je crois même que le préfet de Bordeaux à l'époque, c'était le préfet de Paris maintenant, il montait en grade. Est-ce qu'aussi, qu'en est-il aussi des perquisitions, par exemple au local de la France Insoumise à Paris, mais aussi chez beaucoup d'opposants, comme la CNT il y a quelques années à Paris, et certains mouvements écologistes. Voilà. Il y a d'autres questions. Là-bas, et là, enfin là, partout. Beaucoup de questions. Et bonjour, Samuel Deklia, simple citoyen. Une question par rapport à ce dont vous parliez là tout à l'heure, par rapport à d'un point de vue systémique, que la violence policière est soutenue de
manière systémique quelque part, hein, par le pouvoir politique. Comme dans tout milieu professionnel, je me pose moi la question, si vous avez des informations, dans tout milieu professionnel, quels que soient les métiers, on reçoit des ordres, puis il y a toujours des gens qui, par acquis de conscience, ne les appliquent pas ces ordres. Il y a toujours moyen de ne pas se soumettre à des ordres de la manière dont on peut. Donc est-ce que parmi ce personnel policier, il y a vraiment une prise de conscience que certains de leurs collègues, même s'ils reçoivent des ordres, que c'est systémique, ou que s'ils ne reçoivent pas des ordres, en tout cas, que c'est étouffé par le pouvoir politique et que c'est laissé, on les laisse faire. Est-ce qu'il y a une prise de conscience d'une partie du personnel? Est-ce qu'il y a comme des syndicats policiers? Voilà. Est-ce que vous avez des retours concernant un petit peu, je dirais, parmi ce personnel policier, une rébellion quelque part par rapport à cet état de fait systémique? C'est noté. Oui, alors pour moi, pour la question, c'est sur la séparation des différents pouvoirs judiciaires et politiques, donc ça on en a parlé. Et par contre, justement, moi, la question que j'avais, c'était aussi sur les policiers, parce que d'accord, il y a quelque chose de l'ordre, il y a des ordres, des instructions qui sont données, mais il y a 55% des policiers et des gendarmes qui votent Front National. Donc, est-ce que ça sera, bon, à un moment donné, c'est pas seulement des ordres en fait, c'est qu'il y a peut-être aussi une volonté, il y a peut-être quelque chose dans la police qui est vraiment, qui n'est pas que l'ordre des instructions, quoi. Bonjour. Fabrice Catois, donc initialement gilet jaune, puis membre de la Ligue et si possible observateur dès que ce sera possible. Ce que je demande en fait, c'est si vous est possible également de parler de la répression plus générale, parce que vous avez parlé des violences physiques, vous avez parlé des gardes à vue, des interpellations abusives. Il y a d'autres types de pression. Moi, par exemple, j'ai participé à la cagnotte de Détinger. On sait tous ici les menaces qui ont été faites, des personnes ont été convoquées. Ce que je voudrais exprimer, c'est que pour beaucoup de manifestants, il y a la peur, bien sûr, le jour J des violences, mais on n'est pas tranquille tous les jours de la semaine quand on va à sa boîte aux lettres. On a peur de recevoir une convocation, enfin peur, c'est pas vraiment le mot, enfin, on est dans l'inquiétude en tout cas de recevoir une convocation. Là aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un gamin de 14 ans qui fait effectivement partie, on va dire, du noyau dur gilet jaune parisien, mais qui n'est jamais violent, a été convoqué au commissariat pour des insultes sur M. Macron. Donc, est-ce qu'il vous est possible de parler d'une façon générale de cette répression, mais qui n'est pas obligatoirement le jour J, qui n'est pas obligatoirement physique? Et merci d'avoir parlé pour le moment. Merci. Bonjour, Mélanie, gilet jaune, victime de violences policières le 20 avril sur Paris. Je me demande comment ça se fait que le commissaire Damien, une des commissaires Damien, quand elle me croise en manifestation, me fouille de manière extrême, m'appelle par mon pseudo Facebook, ou aime m'appeler par mon nom de famille et me demande tout de même mes papiers d'identité. Est-ce que je dois considérer ça comme une sorte d'intimidation, ou est-ce que c'est normal qu'un commissaire de police m'appelle par un pseudo qui était complètement à moi? Sur le commissaire de police, je me souviens d'un rapport il y a quand même une bonne vingtaine d'années. C'était un rapport du président de la Cour de cassation, Arpaillange, et il est très très clair sur la police en général, et il dit très clairement les commissaires ne tiennent pas leurs hommes, leurs troupes. Voilà, ils sont incapables. C'est Arpaillange. Merci. Je m'appelle John Chopin et j'ai une question. Avec l'analyse de la situation que vous faites et que tout le monde fait ici, on se dit du coup, le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dangereux si on va dans la rue. Hein,
coup, est-ce que la masse de la population sert à quelque chose? La répression, la désobéissance civile, tout ça, c'est mis au panier. Est-ce que ce ne serait pas le système judiciaire qui pourrait être un fer de lance de cette protestation? Je regarde par exemple le cas de Hong Kong, vous avez pu voir dans les news aussi, où en fait, il y a eu les lawmakers et il y a eu les avocats qui sont descendus dans la rue. Donc on a vu des manifestations de 2000, 3000 avocats donc en costume cravate défilés pour appuyer la population. Il y a eu des grèves parce que justement il y avait des prosécutions de gens, de manifestants en moins de 24 heures. Donc ils se sont révoltés contre ça. Ils ont dit non, ça c'est pas de notre système judiciaire, donc on fait pas. Et en fait, ça a donné une légitimité au mouvement fantastique et un bouclier pour toute cette population, pour toute cette manifestation, qui a vraiment désolidarisé la politique en place du reste, en fait, en vraiment les mettant de côté. Et donc, est-ce que... donc, moi, je trouve ce que vous faites fantastique, parce que, justement, vous informez et puis vous mettez un peu le contre-pied à tout ça. Est-ce que... Monsieur posait la question pour la police, est-ce qu'il y a aussi des gens donc, dans le système judiciaire qui protestent contre ce qui se passe? Et je ne parle pas de soutenir les gilets jaunes ou des mouvements sociétals, mais du problème de cette justice que vous avez, du mouvement systémique, etc., que vous avez exposé aujourd'hui. Merci. Bon, je sens qu'il y a une inquiétude générale. Je partage votre inquiétude. Je vais d'abord commencer par un propos un peu pessimiste, avant d'essayer de voir s'il y a des solutions, celles que vous me demandez. Il faut bien comprendre que nous sommes aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. On est toujours dans un état de droit, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a un système judiciaire qui fonctionne, parce que les lois non ne sont pas illégales. Les lois sont légales puisque c'est le principe de la loi. En revanche, une loi peut être inconstitutionnelle ou inconventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, et c'est pour ça qu'on a un Conseil constitutionnel, dont on va dire pas mal de choses, hein, mais qui a quand même créé le principe, érigé le principe de fraternité en principe constitutionnel il n'y a pas très longtemps, pour protéger notamment les personnes dans la Roya ou dans le Bélançon ou ailleurs, comme Cédric Héroux et d'autres qui aidaient les migrants, les réfugiés à ne pas être poursuivis pour le délit de solidarité. On est dans un état de droit et en même temps, on sent qu'on a dérivé vers autre chose qu'un régime purement protecteur des citoyens. On peut parler d'un mode d'exercice du pouvoir qui ressemble à ce qu'on appelle de l'autoritarisme. Il faut appeler un chat un chat. Nous sommes aujourd'hui dans un régime autoritaire qui n'a pas l'air d'être un régime autoritaire, parce que quand on voit la bouille de Macron, on pourrait lui donner un bon Dieu sans confession. Un petit air de communion, qui est ici d'ailleurs, je crois. Désolé. Vous pourriez lui ériger une statue un jour. Il est privatisé à l'âge de 7 ans. Bon. Ça demande. Mais qui exerce véritablement un régime autoritaire par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, soit en laissant faire, soit en érigeant un véritable système dont les violences policières ne sont qu'un outil, un seul outil parmi tant d'autres. Évidemment, la répression, elle est beaucoup plus large. La répression, elle a toujours existé sous diverses formes, de manière plus ou moins subtile. C'est quoi la répression? Avant de parler de répression, il faut bien comprendre que le pouvoir, l'essence du pouvoir, alors je ne suis pas anarchiste, mais je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage pour répondre sur les lois anarchistes, les lois scélérates. Je vous renvoie à l'ouvrage d'un de mes confrères et amis, avec qui on milite. Et on essaie justement de faire, non pas ce qu'ont pu faire tous les avocats de Hong Kong, parce que nous on est beaucoup moins, mais on est quand même des collectifs d'avocats qui se structurons et qui avons défendu les gilets jaunes, les manifestants, et d'autres, parce que tout le monde a droit à la même défense de la même manière quand il milite, qui a écrit un bouquin sur les lois scélérates,
et qui est passé il n'y a pas très longtemps chez vous pour le présenter. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de ce livre qui permet de comprendre comment on est passé des lois scélérates, c'est-à-dire les lois qui avaient été édictées contre les militants anarchistes spécifiquement, aux lois antiterroristes, et comment les lois antiterroristes ont servi de base expérimentale pour un contrôle social étendu sur toute la population. Et ça, c'est une réalité absolue. Comment, pendant l'état d'urgence, on a d'abord ciblé ceux qui pouvaient être considérés, je dis bien considérés, comme étant liés d'une manière ou d'une autre à la menace terroriste, et qui en réalité a concerné des militants de la COP21 qui voulaient, la AMV COP21 qui voulaient faire des manifestations pendant la COP21 et qu'on a assigné à résidence et perquisitionné, en considérant, et c'est ce Conseil d'État avec un raisonnement totalement fou, que le dispositif de l'état d'urgence pouvait être appliqué sur des militants politiques, pacifistes, au motif qu'on avait besoin de toutes les forces de l'ordre pour lutter contre la menace terroriste. Ah, donc on parque les gens parce que bon, on va pas quand même pas utiliser nos forces pour des militants désobéissants. Enfin, c'est ça le raisonnement qui a été utilisé. Donc, on utilise un dispositif antiterroriste dans un moment où la France a besoin d'apaisement, a besoin de sécurité, de se sentir sécurisé, et on va cibler des militants politiques. Comment les lois antiterroristes, finalement, servent d'abord à lutter contre les militants eux-mêmes politiques, contre les opposants politiques, et de manière générale contre toute la population. Après, progressivement, avec une dérive progressive. Donc l'ouvrage de Raphaël Kempf. Le deuxième ouvrage pour les recensions qu'on prépare à l'île des droits de l'homme, que je vous conseille vivement, c'est l'ouvrage Dernière sommation de David Dufresne, qui est un roman, un magnifique roman, mais qui donne des pistes sur ce qui s'est passé et sur la suite. Et la suite, c'est la police, notamment, pour répondre à votre question. Effectivement, il y a des ordres, ou des non-ordres, j'en ai en même. Il y a aussi des initiatives individuelles, et il y a une dérive dans la majorité du corps policier et de la gendarmerie, parce que ça concerne aussi la gendarmerie. On le voit d'ailleurs, il y a eu des statistiques, une étude très très importante qui a été faite pour étudier la sociologie électorale dans les bureaux où il y a plus de casernes de gendarmes ou de militaires. Et on se rend compte que ce sont dans ces bureaux où les militaires et les gendarmes vont voter qu'il y a des taux de vote Front National ou RN maintenant, qui sont beaucoup plus importants que dans le reste de la population. Donc oui, effectivement, c'est à prendre en considération dans la gendarmerie, les militaires et la police et les syndicats de police. On les voit, ils deviennent de plus en plus violents. J'en ai moi-même été victime il n'y a pas très longtemps, puisque un syndicat de police qui s'appelle SCPN, syndicat des commissaires, ce sont des commissaires, ils ont une maîtrise de droit en principe, pas pour tous, mais pour beaucoup, donc ce sont les gens qui sont censés être un peu éduqués, ont appelé à me supprimer. Il faut supprimer les avocats militants. C'était suite à un de mes tweets où je disais qu'il fallait supprimer l'institution de l'IGPN, et eux ils ont appelé à supprimer les avocats militants. La distinction quand même, le langagère est... Ah oui, sur Twitter. C'est public. Et il y a eu des millions de personnes qui l'ont vu. Alors après, ils sont revenus un petit peu sur leur propos en disant attention, hein, c'était bien évidemment pas, ne vous méprenez pas, une demande d'élimination physique. Je dois dire pour l'instant. Pour l'instant, parce que il y a une telle violence qui s'exprime dans les syndicats, une telle radicalisation. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le syndicat Alliance, qui est venu manifester devant le siège d'un parti politique, la France Insoumise. Enfin, c'est complètement délirant qu'on laisse faire une manifestation de policiers devant un siège de parti politique. C'est aberrant en France. Vous pouvez imaginer là où on en est arrivé. Et puis vous avez aussi ce jour de colère des policiers qui viennent manifester, et au sein de cette manifestation à la République, il n'y a pas très longtemps, le 2 octobre, on se croira même pas, on voit un syndicaliste, patron d'un syndicat, qui demande
à un des CRS qui est là pour assurer le maintien de l'ordre, d'aller interpeller un journaliste, uniquement parce qu'on le connaît, ce journaliste, comme le loup blanc, Gaspard Glantz, l'interpeller sans aucune raison, simplement parce qu'il a sa barre de micro, qui peut être une arme par destination, voyez-vous. Ah oui, c'est dangereux les barres de micro. Et il a été interpellé, placé en garde à vue. Les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes sont interpellés. Je défends un autre journaliste qui s'appelle Taha Bouafs. Alors, on peut penser ce qu'on veut de lui. Moi, je l'aime beaucoup. Il a 22 ans, il vient de Échirolles, il vient des quartiers, il connaît la sociologie des quartiers. Il a quitté l'école en 3e et c'est un autodidacte vraiment intelligent. C'est lui qui a filmé notre ami Benalla sur la place de la Contrescarpe qui a permis la révélation de tous les secrets par la suite. Et il a été interpellé alors qu'il était en train de filmer en banlieue une occupation d'une maison, enfin je ne sais plus exactement quelle maison, par des militants pour des réfugiés avec des travailleurs sans papier. Et il a été interpellé et violenté, on lui a luxé le bras, simplement parce qu'il filmait avec son portable. Et il a été placé en garde à vue alors qu'il avait le bras complètement démis. Et on lui a pris son portable qui est sa caméra, c'est-à-dire son outil de travail avec les sources journalistiques. Et le 5 novembre, là à Créteil, on va devoir aller se battre pour récupérer son portable. Ils ne veulent pas nous le rendre. Pourquoi? Parce qu'il a filmé la scène. Et c'est le procureur qui... donc effectivement, la justice... Alors c'est pas de l'institution judiciaire qu'on pourra attendre grand-chose tant que ce sera dirigé par un procureur de la République qui est soumis à l'exécutif pleinement et qui collabore avec cette répression généralisée. La répression, elle est généralisée dans cet état autoritaire dans lequel nous sommes. Elle est généralisée et effectivement la violence policière, c'est un outil d'intimidation pour ne plus aller manifester et pour casser les mouvements sociaux. Et pour casser des gens qui n'avaient pas besoin de ça. Il y a également la répression traditionnelle, la surveillance généralisée. Vous avez à Nice, c'est une ville où il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça vient souvent de Nice. Les lois qui ont permis Arago, c'est-à-dire de poursuivre des lycéens parce qu'ils voulaient faire une assemblée générale dans un lycée et d'arrêter 100 personnes et les mettre, dont des mineurs, les mettre dans un bus, les priver d'eau et les empêcher d'uriner pendant plusieurs heures avant de les placer en garde à vue, c'est une loi explosive. Le groupement en vue de commettre des violences qui a été utilisé contre tous les gilets jaunes et tous les manifestants, qui est absurde parce que c'est une loi extrêmement générale qui permet d'appréhender n'importe qui dans une manifestation, n'importe qui, et que poursuivre, c'est une loi explosive. Nice est à la pointe de la réduction de nos libertés. On a aussi M. Ciotti là-bas, qui est celui d'ailleurs qui veut empêcher, alors c'est un débat, mais qui veut empêcher aux mamans accompagnatrices de porter le voile. C'est un débat. Tout le monde n'est pas d'accord avec la chose. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi de 1905 aujourd'hui, on a une décision du Conseil d'État qui n'interdit pas. Maman, c'est la loi. On peut considérer que le voile est un objet de soumission, bien sûr. On peut le considérer, tout le monde ne le considère pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui il y a une loi et qu'on est dans un mouvement, cette répression elle s'applique également de manière religieuse, confessionnelle et raciste. Je pense qu'on peut utiliser le mot raciste à partir du moment où on entend un Zemmour qui s'exprime dans la Convention des droites avec Marion Maréchal Le Pen en direct sur une chaîne nationale qui s'appelle LCI et qui commet des provocations à la haine raciale contre des personnes, des citoyens français, uniquement parce qu'ils sont de confession musulmane. Je pense qu'on peut parler de répression confessionnelle lorsque on voit un Zemmour sur CNews qui tous les jours, ou une fois par semaine, je ne sais plus exactement, commet des apologies de crimes. Là, il a fait l'apologie du général Pujol en Algérie, qui a commis des massacres contre les musulmans et contre les juifs, et qu'il n'y ait pas de réaction véritable de l'État. Parce qu'on joue de ces peurs et de ces fractures politiquement. Il y a une répression, je le disais, à Nice, et qui veut s'étendre sur tout le territoire français. Cette répression, c'était la surveillance généralisée. C'était l'un des premiers grands outils du contrôle social. Parce que là, on parle finalement, de manière générale, de contrôle social. Un État de gérer sa population avec les technologies. Je parle de Foucault, c'est pas mal.
Mais on va aller beaucoup plus loin là, avec les drones. Heureusement qu'on a des moyens pour s'attaquer aux drones, mais des drones associés avec la technologie du contrôle au faciès. C'est ce qui est en train de se mettre en place à Nice, dans les lycées, dans les écoles. On met en place le contrôle au faciès. Pardon, le contrôle au faciès, excusez-moi. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est quoi? C'est que vous avez une caméra qui visionne votre visage et qui vous reconnaît immédiatement et qui connaît tous vos critères et vos caractéristiques. Mais dès l'enfance, parce que finalement cette répression, vous parlez d'une répression généralisée, elle commence dès l'enfance. J'ai défendu beaucoup de lycéens de Mantes-la-Jolie. C'est ces lycéens qui ont été, et collégiens, parce qu'il y avait aussi un collégien de 13 ans, qui ont été mis à genoux, dont on parlait tout à l'heure. Mantes-la-Jolie, c'est une ville très très pauvre. C'est ce qu'on appelle un quartier populaire, avec une majorité d'une population qui provient de l'immigration. Et ce que l'on voit derrière, finalement, c'est tout le refoulé colonial. C'est toutes les technologies qui ont été mises en place en Algérie. C'est tout cet apprentissage des contrôles des populations algériennes et de la colonisation, toute une forme de colonisation qui se perpétue dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Ce qui s'est passé avec les jeunes de Mantes-la-Jolie, c'est ça aussi. C'est une mise à genoux, c'est une soumission. Mais dès l'enfance, on veut taper sur l'enfance aujourd'hui. Bergson, le lycée Bergson, où des gamins ont été frappés devant le lycée parce qu'ils faisaient un simple petit blocus, à un moment où ils prennent conscience de leur politique, où ils commencent à avoir une conscience politique, ce moment où ils deviennent citoyens à part entière. C'est à ce moment-là, c'est ce moment-là qu'on choisit pour les intimider, les casser, les dominer et empêcher la création de cette conscience citoyenne. Arago, bien sûr, et d'autres encore. Donc cette répression, elle est généralisée, elle s'exprime de différentes manières, elle est délibérée. Je ne pense pas qu'il s'agisse de hasard ou de coïncidence compte tenu de tout ça. Si vous preniez des petits points et que vous deviez les rejoindre avec les uns après les autres, vous verriez un vrai schéma se dessiner. Un vrai schéma qui s'appelle un pouvoir autoritaire. Pourquoi y a-t-il un pouvoir autoritaire et comment est-ce qu'on fait pour lutter pour terminer? Il y a un pouvoir autoritaire parce qu'on est dans une phase politique où le politique est fragile. Le régime parlementaire n'existe plus vraiment, on est dans un vrai régime présidentiel extrêmement fort qui se sert de la Constitution de la Ve République de manière extrême. Tous les signes ou les outils du présidentialisme sont utilisés aujourd'hui. Le Parlement est à la botte de l'exécutif. Et donc on a un régime politique extrêmement fragile finalement, même s'il a l'air d'être fort ou d'utiliser la force ou la force de la violence. Et si on utilise la violence, c'est parce qu'on se sent fragile. On se sent fragile parce qu'on n'apporte pas de solution économique, sociale, parce qu'on a depuis très longtemps décidé de suivre un régime néolibéral. Nous sommes dans une phase et néolibérale et autoritaire. Ça va de pair souvent, comme le Chili. Depuis le Chili, Pinochet, c'était un régime d'expérimentation néolibérale qui s'est associé, qui s'est couplé à une dictature. Et on voit, à travers le monde, je ne parle pas que de la France, parce que la France, il faut pouvoir à un moment élargir. On voit ce qui se passe en Europe. La Hongrie, la Pologne, l'Italie de Salvini, le Brésil, la Hongrie, je le dis, mais vous avez de plus en plus de pays qui succombent à ce néolibéralisme autoritaire, voire dictatorial. Pourquoi? Parce que cette réponse, la solution économique du néolibéralisme accroît inexorablement les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, et qu'il y a une demande des plus pauvres, c'est-à-dire de plus en plus de population, pour une justice sociale, et qu'elle s'exprime, cette justice sociale, dans la rue. De plus en plus, vous voyez dans tous les pays du monde, cette semaine encore, des mouvements sociaux colossaux qui sont réprimés. Là au Chili, des morts. 46 morts. 46 morts au Chili. Des viols des femmes, bien sûr, qui est un outil de répression également et de domination. On le voit au Yémen, d'ailleurs, ou ailleurs. Le viol est un outil de répression. Donc,
c'est assez pessimiste ce que je vous dis, mais bon, il faut faire un constat, il faut pouvoir en prendre conscience. Parce que si on ne prend pas conscience de là où on est, et le plus dur c'est de prendre conscience de cette dérive progressive, parce que c'est un escalier, et à chaque fois on banalise l'étape suivante et on ne se rend pas compte. Finalement, voilà, le régime autoritaire, on n'est pas dans une dictature encore une fois en France, hein. Loin de là, je serai le dernier à le prétendre. Mais on est dans une démocratie dite illibérale, c'est-à-dire ce qu'il existe entre la démocratie et la dictature, ce dont parlait Juan Litz, c'est-à-dire tous ces régimes où on a encore le suffrage universel, la démocratie, où on peut aller voter, mais qu'entre deux élections, eh bien, les libertés se réduisent progressivement. Comment est-ce qu'on s'en sort, pour finir? D'abord, votre présence, le dialogue, la réflexion, la participation à toute cette société civile. C'est la société civile qui gagnera, si elle doit gagner. Et je pense qu'elle gagnera. Comme à toutes les époques, finalement. Parce que ce sont les libertés qui l'emportent finalement. In fine, elles l'emportent toujours. Ça prend du temps. Et ça implique d'avoir conscience de ce qui se passe au jour le jour. Et merci aux Gilets jaunes de nous en avoir fait pris conscience. Vraiment. Mais la Ligue des droits de l'homme, les universités populaires, qui permettent de donner ce savoir et de prendre conscience, de comprendre quelle est l'histoire contemporaine, ce qui se déroule devant nos yeux et ce que l'on vit sans vraiment s'en apercevoir. Ce que fait la Ligue des droits de l'homme avec les observatoires qui observent et qui empêchent finalement les policiers de frapper, de violenter, de réprimer avec une simple caméra. Finalement, l'outil de surveillance généralisée peut se retourner contre l'État. Et là aussi, il y a une source d'espoir. C'est que les outils de répression peuvent aussi être des outils de libération. Mais on ne pourra pas se sortir de ce balancier autoritaire si on ne s'implique pas tous. Ne serait-ce qu'en allant discuter à la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme d'Amiens, par exemple, mais partout, dans toutes les villes. Il faut venir. Il faut vraiment venir parce que c'est là que se prépare l'avenir de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants, de générations à venir. Et je ne parle même pas du danger écologique qui est le danger premier, mais dans lequel on va s'exprimer encore plus d'autoritarisme, avec les afflux les flux migratoires qui vont exploser à cause du dérèglement climatique. Donc l'avenir est sombre, mais on peut inventer un nouvel avenir si on se réunit, si on discute, et si on arrive à trouver des solutions pour lutter contre cet autoritarisme. Et encore une fois, la France aujourd'hui est dans une période de désenchantement, dans une période où les personnes, où les gens, où les citoyens n'arrivent plus véritablement à se réunir, où on pense qu'il y a finalement pas véritablement de danger. Le danger il est là. Il faut se réunir et il faut lutter. D'autres questions? D'autres questions? On a encore une petite demi-heure. Bonjour, je m'appelle Isaac, je fais partie des Gilets jaunes d'Amiens. Je voulais rebondir sur ce que tu présentais sur le que faire. Parce que nous, on a, tu as évoqué dans ta prise de parole, on a une camarade d'Amiens, Mélanie, qui était victime d'agression policière à Paris en avril. Et on sait qu'il y a un volet judiciaire que vous allez porter tous les deux. Nous, on se posait la question avec les Gilets jaunes d'Amiens sur le volet politique, c'est-à-dire comment organiser la défense de Mélanie publiquement et politiquement. Et quelle forme donner à ça? Est-ce que c'est quelque chose, stratégiquement, est-ce que c'est plus intéressant pour nous de le faire en tant que Gilets jaunes? Est-ce que c'est plus intéressant d'essayer de créer un collectif particulier, spécifique à la lutte de Mélanie et à sa lutte pour faire condamner le policier? Il y a le fait aussi qu'on connaît le nom, de la personne, du policier qui a attaqué Mélanie. C'est un policier qui s'appelle Dominique Caffin, qui a été décoré par Castaner lors de la promotion Gilets jaunes du 15 ou 16 juin dernier. Est-ce que c'est intéressant pour nous de mettre son nom dans la rue aussi, de porter ça publiquement? On sait que peut-être que pour vous ce sera compliqué parce que la question judiciaire, ça fait qu'il y a la présomption d'innocence et qu'on ne peut pas forcément mettre le nom en avant. Est-ce que c'est intéressant pour nous, en tant que Gilets jaunes, de mettre son nom dans la rue et de faire pression à ce niveau-là? Merci.
Je voulais vous interroger sur 2 points. Le train ex-Enseignant. Le premier, c'est les suites de l'affaire Rémi Fraisse. Je suis heureux de vous avoir entendu l'évoquer parce que 5 ans après la mort de ce jeune homme, 2 ans après ce déni de justice, cette forfaiture, qui a été la décision de non-lieu prise par le juge d'instruction de Toulouse, j'avais un peu l'impression que Rémi était enterré et que peut-être les forces démocratiques françaises, toutes les associations et mouvements qui luttent pour les droits, les libertés publiques n'avaient peut-être pas fait le maximum à ce moment-là. Alors je voulais vous demander justement quelle était la décision qui avait été prise, si elle a été prise il y a 15 jours au moment de l'appel contre cette décision de non-lieu. La deuxième, c'est renvoie à la manière dont j'interprète la question qui est là devant nous. Y a-t-il encore une justice aujourd'hui? Justice en français, c'est 2 choses. Une valeur morale, celle qui demande que l'on rende à chacun son dû, que l'on traite chacun également, on recherche l'équité dans le traitement des affaires, et c'est ce dont vous avez parlé ce soir, on concerne plus directement, l'institution judiciaire. Bon, et donc la question c'est un peu se demander si l'institution judiciaire peut être juste au sens moral, et qu'est-ce que serait une décision judiciaire juste. Alors, c'est pas seulement, je crois, une décision qui respecte les lois, parce que les lois peuvent être injustes, nous le savons bien. Alors, souvent, elles traduisent des rapports de force, des rapports de domination, et elles inscrivent justement dans le droit ce rapport. Effectivement, vous avez désigné ce qui, en France en particulier, fait que souvent, trop souvent, les décisions des magistrats sont injustes, c'est que effectivement ce pouvoir judiciaire n'a pas coupé le cordon ombilical avec le pouvoir exécutif notamment, avec le pouvoir politique en général, et notamment par le biais de cette institution qu'est le parquet, les procureurs généraux. Et donc effectivement, ça fait très longtemps qu'on pâtit de cela dans ce pays, au moins depuis 1945, peut-être déjà avant. Voilà, alors je crois qu'il faut ouvrir la même perspective, mais je crois que, je ne sais pas, je voulais vous demander votre avis là-dessus, ça va exiger justement ce qu'on évoque aussi souvent de manière un peu spectrale, fantomatique en France, une réforme de la Constitution. C'est-à-dire sortir de cette idée que le parquet est soumis, en tout cas en partie, au ministère de la Justice, en tout cas que les nominations des procureurs généraux, le président de la République, si je ne me trompe pas, intervient directement pour les cautionner ou au contraire s'y opposer. D'autres questions? Juste là. J'en poserai quand même une. Vite. On parle d'inégalité de la part de fonctionnaires de la République, c'est-à-dire dépendant du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qualifier judiciairement ces délits, ces infractions à la loi, puisqu'ils se mettent dans l'inégalité? C'est-à-dire les considérer comme nous, comme des citoyens, comme des autres, principe de la justice comme nous. Alors, est-ce qu'on doit mettre leur nom en place publique? Je ne pense pas. Je suis même sûr que non. Au même titre que l'on ne doit pas déférer aux incitations à la délation de notre gouvernement s'agissant des signaux faibles, qui est une abomination. Une abomination. On peut poursuivre ces gens-là. Et le nom que vous donniez, que je ne redonnerai pas, on s'occupe de lui. Comment s'est occupé du procureur
procureur de la République de Nice pour Madame Geneviève Leguet qui a menti devant la représentation nationale, devant tout le monde. Emmanuel Macron aussi avant lui, puisqu'il avait dit que Madame Geneviève Leguet n'avait pas été touchée par un policier alors qu'il avait les vidéos devant lui. Estrosi aussi. Le préfet Georges-Henri Leclerc, je le nomme devant vous parce que lui c'est un personnage public, c'est un préfet, le fameux préfet de... Il y a toujours un problème avec les préfets en fait, j'ai l'impression. Il y avait aussi un préfet à Paris qui s'appelait l'Allemand et qui était à Bordeaux et qui fait beaucoup de massacres à Bordeaux avant d'arriver à Paris et d'en faire autant. Mais le préfet Georges-Henri Leclerc à Nice avait aussi dit que le policier n'avait pas touché Geneviève Leguet alors qu'il avait connaissance de ce qui s'était passé. Puisqu'il était dans la salle de commandement et qu'il avait accès aux vidéos. Il a été muté aussi. Bon, en Seine-Saint-Denis, on s'occupe aussi de lui en Seine-Saint-Denis. On a une vraie puissance qui est le droit. Le droit, c'est un outil, c'est une arme qui est, à mon avis, bien plus forte que toutes les armes, quelles qu'elles soient. Moi, je crois vraiment dans l'arme du droit. Et on peut faire beaucoup de dégâts avec le droit, parce que quand on a des gens qui commencent à violer la loi, et qui représentent cette loi, eh ben on peut utiliser l'institution judiciaire. Effectivement, je disais qu'on a quand même pas mal de problèmes avec l'institution judiciaire, et vous avez raison de le dire. Les décisions judiciaires ne sont pas toujours justes. Je vais même vous dire, les décisions judiciaires ne sont jamais justes. La décision de justice n'a strictement rien à voir avec la notion de juste, de justice. Il y a pas la notion. Une décision de justice, c'est quoi? Il faut bien qu'on le comprenne. Il y a des enquêteurs qui enquêtent. Ils font des recherches, ils interrogent des gens, des témoins, ils font des vérifications de police scientifiques, et après ils constituent un dossier avec des procès-verbaux et ils le soumettent au procureur de la République. Le procureur de la République qui va qui va saisir un tribunal ou pas, ou un juge d'instruction. Le tribunal, le juge qui va juger, les 3 juges, ou le juge unique qui va juger la personne qui est poursuivie, il ne va pas dire que cette personne elle a commis l'infraction, elle a tué ou elle n'a pas tué. Il ne va pas dire qu'elle a commis... Ce qu'il va dire, c'est que, au vu des éléments que j'ai dans le dossier, je considère que l'infraction est établie ou pas. Et vous avez des gens qui ont vraiment commis des faits, qui vont être relaxés ou acquittés. Et vous avez des gens qui n'ont jamais commis vraiment dans la réalité les faits, qui vont être condamnés. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a aucune décision juste au sens philosophique du terme moral. Le droit n'a rien à voir avec la morale. Le droit, la décision de justice, c'est une justice humaine qui est là pour trancher. C'est pour trancher et pour éviter une vindicte et une vengeance populaire, et qu'il y ait un cycle de vengeance qui se met en place. Elle est là pour arrêter le cycle de vengeance. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, la justice n'a pas fait son travail. Et c'est pour ça que, acte après acte, il y avait une vengeance, une volonté de vengeance, pour revenir au mot de vengeance que je disais tout à l'heure, oui. Il y a eu un cycle de vengeance qui s'est mis en place entre les Gilets jaunes, la police et l'État. Pourquoi? Parce que les juges n'ont pas fait leur travail et n'ont pas arrêté cet engrenage de vengeance populaire, alors qu'elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour faire de la morale, ou pour dire si c'est bien ou mal, ou si c'est vrai ou si c'est faux. Elle est juste là pour trancher. Une réforme de la Constitution pour couper le cordon ombilical avec le parquet, et justement peut-être pour qu'on ait une justice moins dysfonctionnante comme on l'a aujourd'hui, parce que trop dépendante de l'exécutif et qui n'officie pas dans son rôle de contre-pouvoir comme on aurait pu le souhaiter par rapport au principe de la Révolution française. Oui, ce serait bien, mais d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait promis. Il avait dit qu'il ferait une réforme constitutionnelle et il avait dit qu'il rendrait le parquet totalement indépendant. L'a-t-il fait? Non, au contraire. Tout le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi la tradition mise en place par d'autres avant lui, et notamment par Mme Christiane Taubira,
de ne pas intervenir sur la nomination des procureurs de la République et de ne pas donner de décision ou d'instructions spécifiques aux procureurs de la République, sauf en matière de politique générale. Et il a fait quoi? Par exemple, pour Paris, il a rejeté les propositions du Conseil supérieur de la magistrature et il a choisi et auditionné et casté, il a fait un petit casting, des procureurs qui, c'est M. Édouard Philippe qui l'a dit lui-même, de celui qui pouvait être le plus à même de fonctionner avec eux. On a eu M. Hayes, on a eu les notes contre les Gilets jaunes, on a eu les violences policières qui ne sont pas ou qui sont difficilement poursuivies, on a eu des classements sans suite dans l'affaire Benalla, on a eu des classements sans suite dans de nombreuses affaires qui peuvent impliquer des politiques. Oui, bien sûr que ce serait bien une réforme. Bon, ça implique d'abord les 2/3 du Parlement, du Congrès à Versailles. Et en fait, moi je pensais vraiment pendant très longtemps que l'indépendance du parquet c'était la panacée, que c'était la solution. J'ai discuté avec mon confrère, que je vous conseille encore vivement, Raphaël Kempf, et lui n'est pas pour l'indépendance du parquet. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'à partir du moment où le parquet sera indépendant, il fera la même chose qu'aujourd'hui. C'est pas ça qui va empêcher le parquet de nuire, ou de ne pas, ou de faire du zèle par rapport à un exécutif quelconque, ou de poursuivre des gens pour une fourchette et un tabouret comme Fouquet's. Et qu'il considère qu'il faut donner, au contraire, pouvoir, enfin, d'affirmer la séparation entre les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qui jugent, et les magistrats du parquet, ceux qui poursuivent, alors qu'aujourd'hui on n'a pas cette séparation véritable, parce qu'ils ont les mêmes pièces, les bureaux les uns à côté des autres, parce qu'ils se parlent toute la journée, et parce que finalement ils sont formés dans les mêmes écoles, et qu'ils ont la même culture, et que c'est ce lien entre le parquet et le siège qui colore la justice d'une dépendance nuisible. C'est spéculatif, on a deux, mais j'évolue beaucoup aussi sur cette réflexion. L'illégalité des fonctionnaires et la qualification juridique. Qu'est-ce qui... Rémi Fraisse, pardon, c'est vrai, Rémi Fraisse, puisque comme je le disais, j'ai plaidé il n'y a pas très longtemps, dans la chambre de l'instruction, il y a 3 semaines, avec Henri Leclerc, qui a été à 86 ans magistral, comme il a toujours été. J'ai été subjugué par sa plaidoirie. Je suis fier d'appartenir à la Ligue des droits de l'homme aussi, parce qu'il y a des hommes comme Henri Leclerc qui parcourent chaque jour et arpentent la France pour plaider, pour parler, pour expliquer avec sa douceur et sa bienveillance légendaire. Et on a pu contester l'ordonnance de banlieue. Rien n'est définitif. Non, Rémi Fraisse est toujours là et il sera toujours là de toutes les manières, dans tous les esprits, sur toutes les bouches, à chaque fois qu'il y aura une manifestation, à chaque fois qu'il y aura une violence, il sera là, il est dans les esprits, de toutes les manières, il ne disparaîtra jamais. Et on espère, devant la chambre d'instruction, avoir une affirmation de l'ordonnance de banlieue, j'y crois pas. Parce que la justice à Toulouse, en particulier, avec ces magistrats-là qui ont refusé toutes les demandes d'actes, les reconstitutions, tout, ils ont tout refusé, pour empêcher justement d'avoir un dossier qui se tenait, et d'avoir une décision avec un vrai dossier. Ils ont même refusé d'entendre le préfet qui avait donné les ordres. Autant vous dire que nous nous demandions si c'était de l'administratif. Allez voir le juge administratif, si j'y suis. Alors que dans une chaîne de commandement, pour savoir si les ordres étaient réguliers ou pas, l'emploi de la force, l'emploi des armes, c'est l'autorité civile de commande, donc le préfet. Et c'est du pénal, là, notamment l'homicide involontaire. Mais on n'a pas eu gain de cause. Si, comme je le pense, comme Henri le pense, comme d'autres malheureusement le pensent, on n'est pas encore... La justice, et finalement, voilà, c'est ça qu'on a plaidé. C'est que les violences policières, c'est un des combats historiques parmi les combats d'émancipation, comme la décolonisation, comme le droit
d'une femme à disposer de son propre corps, comme le droit d'une femme à avoir un procès équitable quand elle est violée ou agressée sexuellement. Ce sont tous ces combats d'émancipation, sauf que les violences policières, c'est un combat d'émancipation particulier et singulier, parce que c'est justement le combat d'émancipation de la justice elle-même, contre elle-même. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je ne crois pas que la justice soit encore mûre pour aboutir à ce combat d'émancipation aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont permis à leur corps, avec les souffrances qu'ils ont vécues, de faire avancer ce combat en le rendant visible. D'avoir un tel nombre de mutilés, d'infirmités, de gens blessés, de rendre compte et d'obliger la justice à se rendre compte du traitement judiciaire de ces violences policières. Et pour Rémi, si on ne gagne pas dans la chambre de l'instruction, si on ne gagne pas dans la cour de cassation, je ne pense pas qu'on gagnera sur le territoire français, nous irons bien évidemment devant la Cour européenne des droits de l'homme, et nous ferons ça, je vous l'assure, monsieur, avec la certitude absolue. Nous ferons condamner la France. Et la famille Fraisse, et tous les amis, et tous ceux qui pensent aujourd'hui à la famille Fraisse, auront cette vérité historique. Et ceux qui n'ont pas voulu voir ou juger correctement seront inscrits dans l'histoire, parce qu'il y a un tribunal de l'histoire aussi. Pour finir sur votre question, les qualifications. Les qualifications de ces poursuites, il y en a plusieurs. Il y a des qualifications délictuelles, c'est-à-dire des peines inférieures à 10 ans et des peines supérieures à 10 ans, c'est-à-dire criminelles. Donc pour ceux qui ont subi des infirmités ou des mutilations permanentes, c'est du criminel. Et donc ce sont les qualifications des infractions, c'est violence volontaire, commise en réunion, parce qu'il y a souvent plusieurs personnes, avec armes, parce qu'ils détiennent des armes, par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant créé une infirmité ou une mutilation permanente. Ou sans, quand c'est un délinquant, pas d'infirmité ou de mutilation permanente. Vous avez également la violation de liberté individuelle, qui est une infraction qui était un peu désuète et qui est spécifique aux autorités publiques. Cette infraction, elle vise le fait de retenir une personne, c'est l'équivalent de la séquestration, en fait, de priver une personne de sa liberté. Moins ou plus de 7 heures, en fonction, c'est délictuel ou criminel, au-delà de 7 heures. Mais c'est l'infraction qui vise les personnes qui ont une autorité publique, un policier, un préfet. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer sous cette infraction, et c'est pour ça qu'on essaye de pousser là-dessus. Par exemple, ce que l'on utilise de plus en plus dans le maintien de l'ordre, les NAS, qui permet d'empêcher ou de priver un grand nombre de personnes de leur liberté d'aller et venir, souvent pendant plus de 4 heures, voire plus de 7 heures quelquefois, eh bien ça rentre, à notre sens, et je vais vous dire pourquoi, sous la qualification pénale de violation de liberté individuelle, c'est-à-dire une séquestration. Je vous dis pourquoi je le pense, même si ça va être compliqué de le faire aboutir, mais je pense qu'un jour on y arrivera. Récemment, j'ai eu accès à un arrêt de chambre de l'instruction de Lyon pour ce qui s'est passé il y a 10 ans, place Bellecour, où il y avait eu une énorme masse de manifestants très pacifiques, avec des hélicoptères autour, et le préfet, le DOPC, avait ordonné que ces gens soient massés pendant pratiquement 10 heures, avec des enfants, avec des poussettes, et ils ne pouvaient pas bouger. Les juges ont ordonné un non-lieu. La chambre de l'instruction a considéré qu'il y avait une violation de liberté individuelle et a demandé au juge d'instruction de mettre en examen le préfet, le DOPC qui avait ordonné cette masse. Un jour, nous y viendrons pour toutes les masses qui ont été occasionnées dans les manifestations. Violation de liberté individuelle, c'est aussi l'infraction que nous avons utilisée pour les lycéens de Mantes-la-Jolie. Et je pense beaucoup à eux, et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie aura beaucoup d'impacts sociaux, politiques, économiques. Je pense que je finirai là-dessus. Je finirai sur
les lycéens de Mantes-la-Jolie parce que ce sont les quartiers populaires, parce que ce sont les personnes qui ont été privées de tous leurs droits sociaux et économiques, parce que ce sont non pas les territoires perdus de la République, comme certains peuvent dire, mais plutôt les territoires oubliés de la République. Et ces enfants, parce que ce sont des enfants, il faut le dire aussi, et appeler un chat un chat, ces enfants ont été humiliés, mis à genoux, mis en place en garde à vue, privés de leurs parents, traumatisés, et les récits que j'ai entendus sont encore plus terrifiants que ce que vous avez pu voir sur cette fameuse vidéo où on voit un policier dire « Voilà une classe qui se tient sage ». Hier, il y a eu des émeutes à Mantes-la-Jolie. La colère compte dans les quartiers. Elle s'exprime de plus en plus. Et je ne pense pas que ce soit en essayant de dominer des enfants qu'on arrive à apaiser la colère. La Ligue des droits de l'homme, les universités populaires, tous, vous qui êtes ici, on est là pour permettre d'aboutir à une pacification sociale, à mon sens. Et c'est pour ça que je vous engage vivement à tous vous engager dans ce combat pour aider les enfants des quartiers populaires, pour aider les manifestants, pour aider les gilets jaunes, pour aider vos propres enfants dans l'avenir, parce qu'ils en ont grandement besoin. Merci d'être venu. Il y a une petite annonce dont Harry a parlé d'un observatoire. En effet, en tout cas au niveau des droits de l'homme, on va commencer à faire fonctionner un observatoire, mais on va contacter toutes les autres associations parce que c'est quelque chose qu'il faut organiser et pas seul. Donc voilà, c'était pour l'annonce. Et Fabrice, tu voulais annoncer la création d'une association. Oui, effectivement, ce n'est pas directement en lien avec la défense des droits et la Ligue des droits de l'homme, mais sur une initiative de Gilets jaunes lors du mouvement, j'ai repris des maraudes pour les SDF. Donc j'ai créé une association. La maraude en elle-même s'appelle les maraudes citoyennes amiénoises. J'avais hésité à mettre le nom Gilets jaunes dedans, mais comme je vais demander des subventions aux entreprises, des partenariats, le mot Gilets jaunes en général fait peur, donc j'ai mis le mot citoyen, parce que beaucoup de Gilets jaunes maintenant préfèrent se faire appeler les citoyens en colère. Donc j'ai quand même tenu à préciser le mot citoyen dedans. Donc voilà, donc on a fait notre première maraude hier soir avec le monsieur qui est en rouge là-bas. Et on avait déjà fait des maraudes avec une autre association, mais on n'avait pas été tout à fait d'accord sur certaines choses en fonctionnement, donc on a décidé de prendre notre indépendance. Et donc voilà, c'est commencé, donc les maraudes citoyennes amiénoises. Si vous pouvez en parler autour de vous, il y a une page Facebook, il y a un pot commun pour faire des dons. Très rapidement, une maraude pour à peu près donc 25 sandwichs, bouteilles d'eau, c'est à peu près 15 €. Donc voilà, un don de 5 €, c'est un tiers, un don de 15 €, c'est une soirée complète pour des gens qui ne sont que des bénévoles. Initialement Gilets jaunes, on essaye de recruter, y compris en dehors du mouvement Gilets jaunes. Voilà, merci. Et puis une dernière annonce, alors vraiment la toute dernière, c'est la justice, c'est aussi ce qui se passe après que la sentence ait été prononcée, si on emprisonne, c'est-à-dire le volet pénitentiaire. Donc on peut annoncer, alors on n'a pas encore la date, mais on va organiser une soirée avec des gens qui ont fait un film, alors je ne sais plus le nom du réalisateur, de la réalisatrice, c'est une réalisatrice, qui a fait un film qui s'appelle Cas contraire, qui va sortir donc au mois de janvier, et qui pose le problème de ce qui se passe quand on est en prison et de la réinsertion, de la très difficile réinsertion pour les détenus qui cherchent un travail, qui cherchent un logement, qui cherchent à retrouver une vie après la prison. Donc, petite annonce, on n'a pas encore la date, mais on sait que ça sera en janvier. Le dernier point que j'ai oublié. On peut être ligueur gilet jaune, on peut être ligueur anarchiste, on peut être ligueur insoumis, on peut être ligueur de tout bord. Donc voilà, je vous dis simplement que être ligueur n'est pas incompatible avec d'autres engagements politiques. Merci.